puis vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous assister, guide spirituel de chacun d'entre nous, et puis tous ces esprits missionnaires qui sont venus et qui viennent encore pour nous apporter des enseignements, pour nous expliquer les choses, nous faire comprendre les lois de la nature, et notamment celles qui gouvernent le monde spirituel et les échanges entre le monde spirituel et le monde corporel. Et qui ne demande en fait de nous que c'est un effort, hein, par notre volonté pour travailler, apprendre, chercher à comprendre, cultiver de bonnes pensées pour que nous puissions nous rapprocher d'eux et donc par ce rapprochement pouvoir mieux bénéficier de leurs conseils, même pour le quotidien, par l'intuition, l'inspiration, la voix de la conscience. Et nous souhaitons que ces lectures, ces études, ces échanges d'aujourd'hui puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous ai mis à l'écran le programme. Donc, on est toujours au module numéro 1, le 9 février déjà. Ce module numéro 1 qui est une introduction à l'étude du spiritisme. Alors, pour ceux qui ont loupé l'un ou l'autre des cours, ils sont sur la chaîne YouTube Regard Spirit ou la chaîne YouTube Allan Kardec du mouvement spirit francophone de la Fédération Spirit française. Et donc, aujourd'hui, on va voir, la semaine dernière, pardon, on avait vu qui était Allan Kardec, hein, professeur et codificateur, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a fait de remarquable dans sa vie, etc. Et aujourd'hui, on va voir, on en a déjà parlé un petit peu, quelle est la méthodologie et quels sont les critères qu'il a utilisés dans son travail de ce qu'on appelle la codification spirit, c'est-à-dire de compiler ces 5 livres de base qu'il nous a légués, hein, qui sont, et on les verra d'ailleurs la semaine prochaine, hein, le détail du contenu de chacun d'eux, le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Bonjour Michel. Voilà. Et donc là, on va voir la méthodologie, les critères qu'il a utilisés dans la codification spirit. Alors, quand on dit méthodologie, bon, c'est la méthode, hein, la méthodologie scientifique qu'on appelle aussi épistémologie, hein, c'est le nom de cette discipline scientifique ou philosophie de la science. Qu'est-ce que la science? Comment est-ce que la science doit procéder pour qu'est-ce que c'est vraiment une vérité scientifique? Comment les établir? Est-ce qu'elles sont immuables? Quelle doit être la bonne attitude du scientifique? Voilà les genres de sujets qui explorent cette épistémologie. Et puis vous avez dans pratiquement toutes les universités hein, un département qui s'occupe d'épistémologie. Mais l'épistémologie, en fait, c'est une faculté qui n'a été développée que à la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle. Alors, les grands précurseurs de l'épistémologie, bon, bah, c'était les Grecs, hein, Pythagore. Après, bah, il y a eu Descartes, hein, c'est l'être cartésien. Et à l'époque de Kardec, il y a aussi eu Auguste Comte, avec le positivisme, hein, qui ont travaillé dans ce domaine, mais chaque fois avec, en tout cas pour Auguste Comte, avec des biais. Hein, à l'époque d'Auguste Comte, il y avait le positivisme, mais il y avait aussi le scientisme, avec des hommes de science comme Laplace, qui est bien connu, hein, qui a développé l'électromagnétisme, entre autres, et qui disait tout est, tout est scientifique. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, ils étaient carrément anti-religieux ou matérialistes purs, quoi, en disant il n'y a pas besoin d'âme, tout ça c'est des bondieuseries, ça n'existe pas, etc. Donc c'est là où on voit que en fait, ils démarraient, ils faisaient leur travail déjà avec un biais, en rejetant a priori, sans le démontrer, le côté spiritualiste.
en se concentrant uniquement sur le côté matériel des choses. Hein. Et ça, c'était donc à l'époque de Kardec, ce qui prévalait dans les universités, c'est-à-dire que l'épistémologie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque encore, euh, considérait qu'il n'y a que la matière qui existe dans l'univers et rien d'autre. Hein. L'esprit n'existe pas. Voilà. Pour ceux qui veulent Auguste Comte, alors c'est assez intéressant parce que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu une exposition dans la maison d'Auguste Comte, qui est dans le 6e arrondissement de Paris, derrière l'Odéon, pas loin du théâtre de l'Odéon. Et la personne qui s'occupait de cette exposition m'avait demandé de prêter un certain nombre d'objets, dont un buste de Kardec, et puis, si je me rappelle bien, c'était une revue Spirit, où il y avait la photo de Buguet fait de Pierre Gaëtan Lesmarie, hein, de 1873 ou quelque chose comme ça. Donc, quand je suis allé visiter l'exposition, hein, j'étais surpris. Donc, il y a le gars qui était de cette responsable de l'association de la maison d'Auguste Comte qui était là-bas et qui me disait, vous voyez, on a mis le buste de Kardec en face du portrait d'Auguste Comte. Et pourtant, tous les opposent. C'est là où je lui ai dit, non, 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 non. Tout ne les oppose pas. C'est Kardec, il a pris d'Auguste Comte tout ce qui est bon et tout ce qui est positif, c'est-à-dire, hein, vous voyez souvent le mot positif, hein, la science positive. On voit très bien que Kardec utilisait déjà ces notions d'Auguste Comte. Hein. Donc, tout ce qui est méthodologie, il l'a pris de la science. Hein. Il ne l'a pas rejeté, loin de là, puisqu'il y voyait quelque chose de sérieux et de positif. Par contre, ce qu'il a rejeté d'Auguste Comte, c'est l'athéisme. Disons, bah, Auguste Comte, c'était un peu compliqué. Il n'est pas vraiment athée, mais il disait que Dieu, en fait, c'est la nature. Voilà. Alors, il confond, c'est l'erreur classique que font pas mal de gens qui confondent en fait la création avec le créateur. Hein. Et donc, il voyait Dieu partout dans la nature. Dieu n'existait pas en tant qu'être séparé pour lui. Et donc, je disais, le fait que vous les ayez mis l'un en face de l'autre, tout ne les opposait pas parce que justement, Kardec s'est largement inspiré de la méthodologie d'Auguste Comte, hein, dans le travail qu'il a réalisé. Et un peu plus loin dans l'exposition, c'est là où j'étais vraiment surpris parce qu'il y a parfois dans ces expositions des documents qui sont incroyables, on se demande d'où ils sortent. Hein. Et ben, il y avait un manuscrit de la transcription d'une communication spirit, d'une séance spirit, des années 1860, hein, puisque Auguste Comte, il est mort en 1858 ou 1857, 8 ou 9, hein, par là. Et donc, il était décédé du temps de Kardec. Et alors, il n'y a pas écrit de quelle société spirit il s'agissait. Je ne pense pas que ce soit la société de Kardec, c'était certainement un autre groupe spirit qui avait évoqué l'esprit d'Auguste Comte et donc l'esprit qui était venu se communiquer à eux. Et on a donc sur ce document, je pourrais vous envoyer une photo si ça vous intéresse, hein, j'avais pris une photo à l'époque, avec les questions qui étaient posées à l'esprit d'Auguste Comte et les réponses d'Auguste Comte. Et dans les questions, il y avait par exemple, est-ce que vous êtes toujours en phase avec l'opinion que vous avez de votre vivant concernant Dieu? Et la réponse d'Auguste Comte, selon ce document qui était là-bas dans cette exposition, c'était je le regrette profondément, c'est une grosse erreur de ma vie. Dieu existe bel et bien et j'ai eu tort de dire qu'il n'existait pas. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir les liens qu'il peut y avoir, comment certains parfois dérapent. Hein. Et à l'époque, c'était certainement nécessaire. Hein, de passer d'un extrême avec la religion officielle avant la Révolution, hein, que le catholicisme, il n'y avait pas d'autre religion en France qui était autorisée, hein, et ce mouvement ben, au niveau des Lumières, de la méthodologie scientifique et tout, qui était obligé, donc ils souffraient des attaques de la religion, donc ils étaient obligés d'être areligieux ou voire même d'être, comment on appelle ça, anticléricaux, l'anticléricalisme. Ils étaient carrément opposés
à tout ce qui est religieux et tous les pouvoirs religieux en place. Donc, on passe toujours d'un extrême à l'autre, alors que Kardec, lui, il a eu une attitude différente. Il était, je dirais, d'un côté beaucoup mieux inspiré et d'un autre côté peut-être même un peu opportuniste, parce que qu'est-ce qu'il a fait Kardec dans son travail? Il a pris le meilleur de la science, qui est justement la méthode, la méthodologie scientifique. Il a pris le meilleur des religions, qui sont ces lois morales universelles, hein, dont on parlait un petit peu juste au début du cours, hein, et il les a combinés dans un concept nouveau auquel il a donné un mot nouveau qui s'appelle spiritisme. C'est ça la grande, comment on peut appeler ça, la grande révolution, hein, la saut quantique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, un game changer en anglais, quoi, une disruption. Je ne sais pas si ça existe en français, une disruption. Hein, c'est trouver quelque chose de différent et qui d'un coup, boum, hein, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, il y a pas mal d'exemples comme ça d'idées, Amazon, il y a d'idées qui ont été lancées à un moment donné et qui ont eu un succès fou, quoi. On appelle ça les disruptions. Et puis aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, on vous baratine avec ce genre de choses. Il faut absolument qu'on trouve des choses comme ça qui renforcent et qui solidifient notre entreprise, qui nous permettent de gagner de l'argent, de nous développer, etc. Et bien, Kardec l'a fait, hein, en prenant. c'est, au lieu d'essayer de les réconcilier, ce qui est impossible, hein, parce qu'il y a trop de points qui les divisent, il a pris les points positifs de chacun et il a fait quelque chose de nouveau, de différent, qui est le spiritisme. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, hein, les sociologues ou les ethnologues, ils ont du mal à comprendre. Alors, ils commencent à comprendre, hein. Pendant très longtemps, ils ont dit, ouais, le spiritisme, c'est un feu de paille. C'est quelque chose qui a fonctionné à l'époque de Kardec et qui ensuite s'est religiosifié et a fonctionné comme une religion au Brésil. Et ils balayaient un peu ça d'un revers de la main. Hein, vous avez Marion Aubray et François Laplantine dans leur livre. euh, Comment il s'appelle ce livre? Alors, la table. Bon, le titre du livre m'échappe, mais ça va me revenir. La table, le livre et les esprits. Hein. Donc, ils sont allés au Brésil, ils ont observé le mouvement spirit et la description qu'ils en ont faite a motivé une réaction de la Fédération Spirit brésilienne pour répondre en disant ce que vous écrivez, c'est faux. Hein. Donc, ils ont pas compris ce qu'était le mouvement spirit au Brésil. Et c'est que récemment que ils arrivent à comprendre qui était Kardec et qu'est-ce qu'il a vraiment fait. Parce que quand ils essayent de classer le spiritisme, ben, le spiritisme, c'est pas vraiment une science. Hein. Il a un côté scientifique, mais c'est pas une science académique officielle reconnue. Hein. Et d'un autre côté, ceux qui classent le spiritisme comme une religion, c'est peut-être un peu vrai au Brésil, mais c'est pas vrai non plus en France. Le spiritisme, il admet les conséquences morales qui découlent des phénomènes et qui sont compatibles avec la moralité enseignée par la majorité des religions. Donc, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien de tout ça dans le spiritisme. Et c'est donc, il est en fait inclassable. Hein, ils n'arrivent pas à le classer. Et la manière la plus simple de l'exprimer, c'est justement ça. Ben, il a pris la méthodologie de la science, il a pris les lois morales des religions, il a écarté les dogmes, l'anticléricalisme de la science, l'orgueil des scientifiques, etc. Il a écarté aussi tous les côtés, tous les travers des religions traditionnelles, en ne conservant que ce qui était positif dans chacun d'eux. Voilà, en gros, ce qu'il a fait et ce que nos champions universitaires ont encore un peu du mal à comprendre. Alors, eh ben, oups, l'introduction était un peu longue, je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, méthodologie, voilà. Donc, on va justifier l'importance de l'application de la méthode expérimentale dans l'élaboration de la philosophie spirit. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est que la méthode expérimentale. Hein. C'est justement, c'est comme ça qu'on appelait la méthodologie scientifique à l'époque. Hein.
Et on va aussi expliquer pourquoi la généralité et la concordance constituent une garantie dans l'enseignement des esprits. Voilà. Est-ce qu'un esprit vient et dit quelque chose? Est-ce qu'il faut le prendre pour du pain béni? Loin de là, hein. Et alors, ben, du coup, comment on fait? Et donc, c'est là où c'est ce qu'on va voir, comment Kardec il a fait. Bon. Alors, là, il y a une citation de Kardec dans la Genèse. C'est dans le chapitre 1. Il est intitulé Caractère de la révélation spirite. C'est un chapitre, je pense que c'est un des passages les plus pointus, les plus beaux, hein, dans tout ce qu'a écrit Kardec. Et c'est lui qui l'a écrit, en fait. Hein. C'est pas quelque chose, il a été inspiré par les esprits, etc. Mais c'est vraiment sorti de sa tête et c'est là où il a vraiment expliqué ce qu'est le spiritisme, comment il l'a fait, pourquoi le spiritisme, il n'est pas gravé dans le marbre et qu'il est évolutif. Donc, on verra aussi cet aspect-là. Et où il a mieux expliqué les liens justement entre le spiritisme et la science, quelle était la part des humains et quelle était la part des esprits dans cette avenue du spiritisme. Et donc, alors, lisez-le, vous verrez, moi je l'ai lu au moins 20 fois, mais chaque fois que je le relis, j'y découvre encore des choses où j'étais passé à côté. C'est vraiment un texte, et j'appelle ça la quintessence de la pensée d'Alain Kardec. C'est là où on voit vraiment qui il était, hein, parce que c'est vraiment d'une profondeur vraiment complet, c'est absolument incroyable. Euh, et donc, il nous dit, le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. Hein, c'est ce que je vous disais. Il prenait une partie de l'un, une partie de l'autre. Hein. La science, sans le spiritisme, se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Et le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. Donc là, il dit la science, en fait, il sous-entend que la science étudie les seules lois de la matière. Donc, n'étudie pas tout ce qui est spirituel, n'étudie pas l'esprit. Ça, c'était vrai à son époque, Auguste Comte, le positivisme, hein, le scientisme, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, pas complètement, les portes commencent tout doucement à s'ouvrir, hein, mais la majorité des scientifiques aujourd'hui considèrent que rien n'existe en dehors de la matière, considèrent que notre conscience est le produit de notre cerveau. C'est-à-dire que Charles, que vous avez devant vous, c'est tout simplement le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans le cerveau de Charles. Voilà. Le jour où le cerveau de Charles est détruit ou s'arrête de fonctionner, Charles disparaît, n'existe plus. Voilà ce que disent les scientifiques. Hein. Alors que les spirites disent, non, le cerveau, c'est un peu comme une radio. Il capte les ondes et il nous transmet, par exemple, un débat ou un dialogue, mais les intelligences qui font ce débat ou ce dialogue sont dans un studio et sont enregistrées. La radio ne fait que transmettre ce débat et ce dialogue. Donc le cerveau ne fait que transmettre ce qui vient, en fait, de l'extérieur de la matière, c'est-à-dire de l'esprit. Vous voyez la différence entre l'approche spiritualiste et l'approche matérialiste. Et donc, tant que la science officielle, hein, se restreindra à l'étude des lois de la matière, effectivement, ce que Kardec il dit, il a raison, la science sera incompétente pour un scientifique qui ne croit pas en l'âme. Qu'est-ce qui va parler, par exemple, de médiumnité ou de réincarnation? Ça n'a pas de sens. Hein. Et donc, il a dit, nous, le spiritisme, en fait, lui, il va justement étudier l'esprit, il va étudier le monde spirituel, il va étudier tout ce qui est en dehors de la matière. D'accord? C'est l'objet de l'étude du spiritisme, c'est plus particulièrement ce qui est en dehors de la matière, et pas principalement ou de façon exclusive la matière. Vous voyez la différence? Et donc, dans la deuxième phrase, pourquoi la science et le spiritisme se complètent l'un entre autres, il dit, le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. En d'autres termes, le spiritisme sans la science manquerait de méthodologie. Hein. Donc, c'est là où, alors il ne parle pas encore de religion ici, hein, mais là on voit, il a vraiment pris
de la science la méthodologie. Par contre, il a laissé le matérialisme. Ça, il ne l'a pas pris. D'accord? Et dans le paragraphe suivant, il nous dit, toujours dans cette même Genèse, comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives. Vous voyez le mot, l'adjectif positive, comme on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie avec le positivisme d'Auguste Comte, hein, c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode expérimentale? Il n'établit aucune théorie préconçue. Donc, Kardec, quand il a commencé à observer, il n'a pas pris comme théorie préconçue, par exemple, que l'esprit existe. Il n'a pas dit ceux qui font bouger la table, ce sont les esprits. Il n'a même pas pris ça comme hypothèse de départ quand il a commencé ses observations. C'est le phénomène lui-même, hein, quand il a commencé à demander à la table qu'est-ce que c'est qui fait bouger la table, que les esprits ont répondu, ben, ce sont nous, les esprits, on était comme vous, sauf qu'on est mort, maintenant on est dans le monde spirituel et on fait bouger la table. Donc, la réponse, elle est venue pas de façon, elle est venue par après, elle n'est pas venue de façon préconçue. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand on regarde, oui, Magali, Oui, bonjour. bonjour, Pardon de vous couper. mais il n'y a Juste, pas de mal. j'ai pas très bien compris ce que c'était que le terme positif dans l'expression science positive. Ah, eh bien, ça fait allusion au positivisme d'Auguste Comte. Donc, c'était Auguste Comte, à l'époque, c'était la référence de la méthode, comment les sciences ils doivent, comment la science doit travailler, comment la science doit fonctionner. Elle doit fonctionner de manière positive en suivant la méthode expérimentale. En fait, c'est ça que ça veut D'accord. dire, hein. Ok, Ça ne veut pas dire positive dans le sens plus et négative dans le sens moins, hein. très bien. C'est encore un mot qui a plusieurs sens, hein. Qui applique une certaine rigueur, une certaine méthode, hein, et qui ne D'accord, fait pas très des bien. expériences n'importe comment, hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mais de rien, je reviens à ma parenthèse, il n'établit aucune théorie préconçue. Aujourd'hui, la méthodologie scientifique, quand vous prenez les auteurs d'épistémologie comme Thomas Kuhn ou même Paul Feyerabend ou d'autres, vous verrez que ça fait partie de la science d'émettre des hypothèses a priori, hein. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, le boson de Higgs, hein. Il y en a un qui a fait des calculs et qui a dit, ben là, il doit y avoir une particule qu'on n'a pas découvert encore. C'était une hypothèse a priori. Et c'est que plusieurs décennies après que, au CERN à Genève, ils ont réussi à mettre en évidence qu'effectivement le boson existe. Donc, les hypothèses a priori aujourd'hui sont admises dans la science. Je vais vous citer un autre exemple du temps de Kardec, d'ailleurs même un tout petit peu avant Kardec. Il y a un astronome qui s'appelle Le Verrier, hein, que Flammarion connaissait bien puisqu'il a travaillé avec lui quand il était tout jeune. Uniquement en faisant des calculs, hein, il a vu qu'il y avait certaines anomalies au niveau de Saturne et au niveau d'Uranus. Et en réfléchissant pourquoi il y a ces anomalies, pourquoi ça ne colle pas avec ce qu'on observe, il a dit probablement il doit y avoir une planète qu'on n'a pas encore trouvée et qui est à tel endroit qui a à peu près telle masse. Alors évidemment, tous les télescopes sont allés vers ce qu'il a dit et c'est comme ça qu'on a trouvé la planète Neptune. Voyez. Donc, le fait de faire des hypothèses a priori, que Kardec s'est refusé de faire, aujourd'hui, ça fait même partie de même la méthodologie scientifique l'accepte. Voyez. Et donc, Kardec continue en disant, le spiritisme n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le Père Esprit, ni la réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits et de même des autres principes. C'est-à-dire qu'il a observé les tables, il a posé des questions, il a reçu des réponses, il a observé les réponses, et c'est suite à cette observation, hein, qui concordait en différents endroits, c'est ce qu'on verra un peu plus loin, qu'il a dit, bon, ben, ce sont les esprits qui donnent ces communications.
Les esprits disent que ce n'est pas leur première vie sur la Terre, qu'ils vont en avoir d'autres, donc la réincarnation, avec tous les arguments, etc., qui sont venus confirmer ces affirmations des esprits. Mais ce n'était pas une idée a priori qu'avait Kardec. Et d'ailleurs, au contraire, Kardec, il ne croyait pas en la réincarnation. Il était même, euh, au lieu d'y penser avant, hein, avant, il pensait même le contraire, quoi. Et il a fini par se convaincre de la réalité de la réincarnation devant les phénomènes et devant les arguments qui étaient présentés en faveur de la réincarnation. Donc, il n'a pas hésité à changer son idée, hein, l'idée préconçue qui était plutôt négative, pour accepter l'évidence, quoi, pour accepter ce qui découlait des faits. Et c'est ça qui doit être l'attitude correcte d'un scientifique, c'est-à-dire observer le phénomène, et surtout pas le rejeter parce que non, ça n'existe pas, tout ça c'est des bondieuseries, ou c'est une hallucination, hein, ces fameux tiroirs dans lesquels on met les choses qui nous empêchent ou qui semblent contredire ce qu'on pense. Non, le scientifique doit être ouvert et il ne doit pas hésiter une seule seconde à se remettre en cause quand il voit, quand il découvre quelque chose, même si ça contredit les idées qu'il avait auparavant. D'accord? Donc, c'est ça l'attitude correcte du scientifique et c'est ça que, encore aujourd'hui, on ne trouve pas. Hein, les scientifiques qui sont matérialistes, ils appliquent en fait un dogme. On appelle le dogme. Ils accusent l'Église de fonctionner par dogme et ils fonctionnent eux-mêmes avec un dogme, qui est le dogme du matérialiste, puisqu'ils n'ont jamais prouvé que l'esprit n'existe pas. Hein. Donc, ils disent non, j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Mais ça, c'est pas un raisonnement scientifique. Hein. Vous voyez? Alors que Kardec, non, il a observé les phénomènes, il a regardé, il a analysé, il était dans différents groupes, il a vu, il a posé des questions. Euh, Quand il y avait des choses qui ne collaient pas ou qui se contredisaient, il reposait d'autres questions pour tirer les choses au clair. Et il analysait tout ça avec le bon sens et la raison. Hein. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a procédé et qu'il est arrivé à la conclusion bah, qu'on a une âme, que cette âme survit à la mort, qu'elle se réincarne, que cette âme, elle a un corps spirituel, donc le Père-Esprit, qui lui permet justement d'agir sur la matière, etc. Tout ça, c'était pas il ne l'a pas utilisé comme hypothèse de départ. D'accord? Donc, c'est là où on voit. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette analyse, quand j'étais plus jeune, j'avais un jour écrit un article intitulé Le spiritisme est-il une science? Vous le trouvez, je pense, dans l'encyclopédie Spirit. Et je m'étais basé à l'époque justement sur un ami qui est professeur d'épistémologie à l'Université fédérale de Campinas au Brésil. Hein, donc c'est quelqu'un de très érudit et qui était spirit. Et donc lui, il a fait toute une analyse de cette méthodologie qu'appliquait Allan Kardec pour codifier le spiritisme avec les théories épistémologiques du XXe siècle. Hein. Par exemple, vous avez Lakatos et Karl Popper. Donc, c'était la première moitié du XXe siècle. Eux, ils ont démythifié justement la science en disant que euh, une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au moment où quelqu'un démontre qu'elle est fausse. Ça peut paraître contradictoire, hein, mais pourtant c'est ça. Ils ont introduit le critère de la falsifiabilité, c'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas la science infuse. Ce qu'on considère comme étant vrai à un moment peut très bien être faux ou complété à un autre. Qu'est-ce qui les a fait, qu'est-ce qui les a amenés à cette constatation? Ben, c'est justement quand ils ont vu les abus des Laplace ou des scientistes hein, qui disaient la science est finie, on a tout découvert. Ouais, il y a juste deux, trois petites anomalies ici ou là, mais on a tout fini, on a tout étudié, on a tout découvert. Bon, ben, en 1905, il y en a un qui s'appelle Albert Einstein qui, avec ce qu'il a découvert, a vraiment balayé d'un revers de la main toutes ces certitudes que les scientifiques avaient. Hein. Et il n'y a pas que Einstein, hein, il y a aussi toute la mécanique quantique qui a commencé à se développer aussi au début du XXe siècle, hein, qui a complètement révolutionné tout ce qu'on pensait savoir de la science à l'époque. Hein. Et donc, c'est en observant ça qu'ils ont dit, ben, ils étaient vraiment sûrs hein, de tout savoir, de tout connaître.
Et ce sont justement ces petites anomalies, ces petits détails qui manquaient qui, en fait, ont tout fait tomber, ont tout fait s'écrouler, hein. Par exemple, et Einstein, il a eu la lucidité, comme il était baigné, il a été éduqué, formé à l'université suivant ses principes un peu absolus, hein, du scientisme. Donc, il a lui-même, quand il a dit, ben voilà, la théorie de la relativité, E égale mc2, il a défini 5 expériences, me semble-t-il, qui pourraient être faites pour démontrer que ce qu'il disait, c'est juste. Et la première, en fait, elle était déjà résolue au moment où il a énoncé sa théorie. C'est ben, pour calculer, je vous parlais de Leverrier tout à l'heure, hein, les scientifiques, ils arrivent à calculer les trajectoires des planètes autour de la Terre en fonction de l'attraction universelle, de la distance, etc., hein. Donc, pour toutes les planètes, les calculs sont justes, sauf pour Mercure. Et pour Mercure, il y avait un écart de 8 minutes qu'ils n'ont pas réussi à trouver, hein. Et cet écart de 8 minutes, il a été parfaitement expliqué par Einstein, en disant que à partir du moment où, comme Mercure, il est trop près du Soleil, hein, l'influence gravitationnelle ne suffit pas, il faut appliquer le facteur correctif de la relativité, le fameux 1 sur racine carrée de 1 moins biceps au carré divisé par la vitesse de la lumière au carré, pour ceux qui connaissent, hein. Et c'est ce facteur correctif qui a réussi à expliquer ces 8 minutes. Donc la première des 5, elle était déjà expliquée. Et la deuxième, il disait, selon ma théorie, même les rayons lumineux, ils doivent être déviés par les grandes masses, comme par exemple par le Soleil. Donc pour le voir, comme on ne peut pas voir les étoiles qui sont trop près du Soleil puisqu'on est aveuglé par le Soleil, eh ben, attendons qu'il y ait une éclipse solaire, hein, que la Lune se mette devant le Soleil, hein, et euh, là, on pourra voir les étoiles qui sont près du Soleil, et comme on connaît la position qu'elles devraient avoir, on verra que, en fait, la position dans laquelle on les observe, elle est légèrement différente à cause de cette déviation des rayons solaires. Et donc, cette expérience, elle a été faite dans les années 1910 au Brésil, d'ailleurs, à Rio de Janeiro, où il y a eu toute une expédition et ils ont réussi à trouver pile poil, encore une fois, l'angle de déviation d'une ou deux étoiles qu'ils avaient observées. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, c'est la mécanique relativiste a remplacé la mécanique classique de Newton. Ça ne veut pas dire que ce qu'avait dit Newton était faux, puisqu'on l'utilise toujours encore, hein. C'est vrai dans certaines limites. Quand on sort de ces limites, c'est plus vrai. Et alors, la mécanique quantique, c'est une révolution encore beaucoup plus forte, puisque ah, quand on réfléchit à la mécanique quantique, on a du mal, hein, si vous êtes déjà un peu penché sur le sujet, il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à interpréter, hein. On dit toujours que l'atome, bon, bah, il y a le noyau et puis il y a des électrons qui tournent autour. Sous-entendu, ces électrons, ils ont une trajectoire circulaire, hein, dans les 3 dimensions, hein, puisque ça tourne sous forme d'une sphère. En fait, non. L'électron, il a une probabilité de présence. Il n'a pas une trajectoire circulaire. Et quand vous mettez, par exemple, là aussi, il y a les fentes de Young, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les expériences d'optique qu'on faisait au collège, hein, on mettait une lumière, hein, et ensuite on mettait un écran avec 2 fentes, hein, et on observe sur un écran qui est plus loin qu'en fait la lumière se décompose et ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Ça vous dit quelque chose? C'est l'expérience des fentes de Young, hein, parce que la lumière passe dans les 2 trous, puis ensuite il y a des interférences, les 2 ondes qui se superposent et qui font que la lumière blanche, enfin, qu'il y a des endroits où donc elle est blanche, ou après c'est noir, après c'est blanc, après c'est noir, hein. Donc c'est les expériences des fentes de Young. Quand on fait cette expérience avec un électron, hein, on envoie un électron, donc il y a 2 fentes. Euh, Quand on regarde l'écran derrière, on voit qu'en fait, l'électron, le seul électron, il est passé par les 2 fentes en même temps. Vous voyez, ça c'est la mécanique quantique. Comment est-ce qu'une petite bille peut passer par 2 trous en même temps? Eh ben, la mécanique quantique montre que c'est comme ça que ça se passe. Et alors le pire, c'est qu'ils se disent, bon, attends, maintenant je vais mettre une loupe, je vais regarder au niveau des fentes, hein, pour savoir s'il passe à droite ou s'il passe dans celle de gauche. Et dès que l'observateur se met à observer,
hop, et ben, il y a les raies d'interférence derrière qui disparaissent et l'électron ne passe plus que par une seule fente. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'effondrement quantique. Alors, allez comprendre, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a des illustrations sur Internet qu'on peut voir, hein, sur du genre comment comprendre la mécanique quantique. Et il y en a une qui est aussi assez parlante. Hein. C'est que vous avez un groupe d'enfants, hein, qui a chacun une balle, hein, qui font rebondir la balle comme au basket ou au handball. Hein. Et donc, tant qu'on ne regarde pas, tous les enfants, ils ont des balles qui rebondissent. Et dès qu'on regarde, ben, il n'y en a plus qu'un qui a sa balle. Tous les autres, ils n'ont plus de balles. Hein. Et dès qu'on s'arrête de regarder, ils ont de nouveau tous, chacun sa balle. Hein. La mécanique quantique, en fait, c'est ça. Donc, vous voyez un peu comment ça a révolutionné la mécanique classique. Franck? Oui, Charles, oui, c'est intéressant cet exemple de la mécanique quantique. Effectivement, lorsqu'on met en évidence qu'au niveau, au niveau atomique, bien, en fait, les particules peuvent finalement exister sous la forme d'ondes ou sous la forme corpusculaire, le C'est principe de ça. la localisation. Mais par contre, ce que les scientifiques disent et répètent et que beaucoup de, j'allais dire, d'adeptes du New Age n'arrivent pas à comprendre et n'entendent pas, c'est que ces principes quantiques ne sont absolument pas applicables dans notre monde matériel de tous les jours, quoi. Il y a, même s'il y a un principe d'indétermination, je crois que c'est le principe d'Heisenberg, à un moment donné, il y a un choix. Donc, c'est vrai que ce qui est la réalité est la réalité. Par contre, ce qu'est cette réalité au niveau quantique, c'est une autre chose. Et quand j'entends souvent des explications un petit peu abracadabrantes en disant mais oui, mais c'est quantique, donc voilà. En fait, ça n'a pas de sens, quoi. Oui. Le monde quantique appartient au monde quantique. Euh, Alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je dirais, quand tu dis que la mécanique quantique n'intervient pas dans notre monde matériel, moi je dirais, il faudrait rajouter macroscopique. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, le footballeur qui tape dans une balle, la balle, elle aura bien une trajectoire linéaire, sans clignoter, sans être une onde. C'est bien la balle qui ira dans ce sens-là. Hein. Donc, dans le macroscopique, la mécanique quantique ne s'applique pas. Par contre, dans la vie de tous les jours, là, ce que vous êtes en train de regarder dans votre écran, c'est de la mécanique quantique. Il y a des transistors, des semi-conducteurs, il y a des électrons qui sautent d'une couche à l'autre. S'il n'y avait pas la mécanique quantique, il n'y aurait pas de transistors. S'il n'y avait pas de transistors, il n'y aurait pas de microprocesseur, il n'y aurait pas d'ordinateur. Donc la mécanique quantique, on l'utilise tous les jours. Hein. Même si on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais alors évidemment, on ne voit pas les électrons, on ne voit pas les transistors individuellement, mais c'est quand même ça qui permet de faire des 0 et des 1, hein, comme on dit, et de créer des images, de les transmettre, etc. Hein. Tout ce qui est électronique fonctionne justement en suivant la mécanique quantique. Après, vous avez les appareils d'imagerie médicale, hein, par exemple les PET scans, qui utilisent des positrons, des antiparticules, hein, donc qui utilisent aussi la mécanique quantique. Et après, quand on dit que la mécanique quantique n'intervient pas sur la trajectoire du ballon de football, il y a Philippe Guillemot qui, lui, dit ben, ça intervient plus qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que, alors lui, il donne l'exemple, je vous en ai parlé déjà de la table de billard, je crois pas. Il dit, vous prenez une table de billard, hein, donc vous avez une balle, vous tapez dans cette balle, elle va heurter les autres balles qui vont aller taper contre les bords, certaines vont tomber dans les trous, etc. Et bien lui dit, prenez un mathématicien maintenant, voilà, vous avez toutes les masses, les coefficients de frottement, les vitesses, l'élasticité pour calculer les chocs entre les boules avec le bord, vous avez toutes les données qui sont nécessaires. Calculez-moi maintenant la trajectoire des balles. Et donc le mathématicien, il arrive au bout de 3 ou 4 chocs ou rebonds, il arrive à un moment donné, il dit, je ne sais plus calculer parce que je n'ai pas assez de données. Hein. Et ça, c'est une réalité. Donc, les mathématiciens ne sont pas capables de calculer ce qui se passe sur une table de billard. Et quand Philippe Guillemot creuse un peu plus le sujet, hein, il l'explique dans ses livres, il dit,
c'est parce que à un moment donné, la précision qu'il faut avoir au niveau des données, elle est supérieure à justement la pixelisation quantique de l'espace. Alors, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais par exemple, l'espace, il n'est pas au niveau macroscopique. Bon, ben, on a 1 mètre, c'est continu et tout. Mais plus on va dans le microscopique, hein, vous avez des distances minimales, des quantités, des quantas, les fameux quantas, où vous ne pouvez pas descendre en dessous, hein, parce qu'il y a l'incertitude de Heisenberg, c'est ça qui s'applique, hein, qu'on ne peut pas à la fois connaître la position et la vitesse d'une particule avec une précision supérieure à une fameuse constante, hein, la constante de Planck, si je me rappelle bien. C'est là où il dit ben, la précision qu'il faudrait avoir pour pouvoir calculer ce qui se passe au bout de 4 ou 5 rebonds, elle est supérieure à la distance minimale qu'on peut concevoir. Hein, donc, c'est là où lui dit ben, le quantique s'applique aussi dans le macroscopique. Dans certains, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à calculer. Hein. Alors, c'est assez surprenant, mais je pense qu'il a raison. Hein, je pense qu'effectivement, il a vraiment fait l'exercice avec des amis mathématiciens et tout, ils se sont rendus compte que tu ne peux pas le calculer. Après, il y a par exemple d'autres phénomènes comme la météorologie. Météorologie, c'est pareil. Théoriquement, on devrait tout pouvoir prévoir, tout pouvoir calculer, mais on ne peut pas. Au-delà on sait prévoir sur 1 semaine, mais plus on extrapole, moins ce sera précis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là aussi, il y a tellement de données à prendre en compte qu'on n'a pas assez de données, on est incapable de le prévoir. Au-delà de certaines limites, et pourtant, on utilise les plus grands ordinateurs qu'on ait, hein, là, avec les plus grandes puissances de calcul qu'on ait. Et c'est ça qui amène justement Philippe Guillemot à dire qu'il y a des données qui viennent du vide. Lui, il appelle ça le vide. Et le vide, c'est quoi? Quand on essaie de comprendre ce qu'il entend par vide, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Donc, ces données ou ces informations qui viennent du vide, le monde spirituel fait partie du vide puisqu'il n'est pas matériel. Vous voyez? Et du coup, hop, petit à petit, comme ça, ils constatent les limites, en fait, du matérialisme. Hein. Mais Guillemot, bon, lui, au moins, il est contre le déterminisme. C'est un fervent partisan du libre arbitre. Hein, donc, il est quand même déjà un peu versé sur le spiritualisme. Voilà. Merci Charles d'avoir précisé. C'est vrai que ça m'a permis de réaliser que ma réflexion était entre guillemets mal posée. En fait, c'est vrai que la physique quantique est une réalité, qu'il y a de nombreuses applications dans le domaine scientifique, dont tu as parlé, effectivement, dans l'imagerie médicale, des choses comme ça. Là, en fait, mon objection, entre guillemets, portait sur la récupération, entre guillemets, de la physique quantique dans le domaine spirituel. J'ai entendu parler de méditation quantique, de choses comme ça, quoi. Oui, là, tout à fait. Alors ça, c'est purement, moi je suis assez radical là-dessus, c'est purement commercial. Exactement. Hein, c'est un adjectif qui fait vendre des stages, qui attire des clients chez des thérapeutes, mais ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, ça je suis d'accord. Ça n'a vraiment de quantique que le nom. Alors, je vais peut-être un peu trop loin dans ce que je dis, mais à première approche, ce qu'on voit, c'est surtout ça, quoi. Hein, voilà. Par contre, après, quand on fait des recherches pour essayer de comprendre, et c'est ça justement, vous voyez, Kardec, il serait allé dans tous ces domaines-là, mais il ne pouvait pas, la mécanique quantique n'existait pas à l'époque, on était loin d'imaginer ces choses-là. Hein. Maintenant qu'on connaît la mécanique quantique, où est le Père-Esprit? C'est quoi le Père-Esprit? Il y en a qui disent, oui, c'est les neutrinos. Hein, jusqu'à nouvelle contradiction scientifique ou révolution scientifique, le neutrino, c'est matériel, même si on a du mal à le détecter. Il est très proche de la vitesse de la lumière, mais il est un peu en dessous. Alors il y en a qui disent, ah ben non, on dirait qu'il est un peu au-dessus. Bon, c'est pas encore très clair au niveau scientifique. Donc, mais on n'en est pas encore au Père-Esprit, loin de là. Hein.
Par contre, vous avez des scientifiques spiritualistes comme Roger Penrose et Stuart Hameroff qui émettent des hypothèses, qui ont émis une hypothèse sur comment se fait l'interaction entre l'esprit et le cerveau, par exemple. Hein. Et là, maintenant, on arrive dans les nanostructures. Hein. Ils disent que dans les neurones, vous avez des nanostructures qui s'appellent des microtubules. Hein, et que dans ces microtubules se produirait un phénomène quantique qu'ils appellent la condensation de Bose-Einstein. Hein. Et c'est cette condensation de Bose-Einstein qui, induite par l'esprit, serait l'interface entre l'esprit et le corps physique, ou le père-esprit et le corps physique, pour être plus précis. Alors, bon, c'est Stuart Hameroff et Penrose qui ont établi cette théorie, qui a d'ailleurs déjà été démentie par d'autres, hein, qui disent non, cette condensation de Bose-Einstein ne se produit pas dans les conditions ambiantes de température et de pression qui existent dans notre cerveau, donc votre théorie est fausse. Et c'est là où il y a une chercheuse brésilienne qui s'appelle Célia Dantas, qui est venue et qui a dit non, si le père-esprit apporte telle antiparticule, alors la condensation de Bose-Einstein se produit dans les conditions ambiantes du cerveau. Donc, vous voyez un peu où on en est. Hein. On n'a pas encore trouvé, mais il y a quand même des pistes assez intéressantes de recherche. Et donc, tu vois, Franck, ça fait intervenir la mécanique quantique. Alors, je pense que les thérapeutes qui disent, moi je suis thérapeute quantique ou des choses comme ça, ils sont loin d'avoir étudié à fond la condensation de Bose-Einstein dans les microtubules, hein, qu'ils utilisent l'adjectif quantique effectivement comme un adjectif entre guillemets commercial, hein, comme aloe vera pour les produits d'entretien ou des choses comme ça, hein, des formules magiques qui multiplient les ventes par 10, quoi. Hein. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, même si la mécanique quantique est certainement impliquée dans l'interaction entre le monde spirituel et le monde physique. Magali? J'ai une question qui est de la pure curiosité. Oui. Charles, vous avez une formation scientifique dans vos études? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, j'ai D'accord, étudié effectivement la mécanique quantique, mais c'était il y a 40 ans déjà. Heureusement, ça ne me rajeunit pas. Et je sais que les choses ont pas mal évolué. Alors, je suis un peu, c'est justement en lisant des livres comme celui que je vous ai montré de Philippe Guillemont, ben, que je me rafraîchis un peu. Mais disons, j'ai du mal. Je suis plus capable aujourd'hui moi-même de rentrer dans le détail des équations comme Célia Dantas ou autres, hein, parce que ben, ils sont toute la journée dans les équations, pas moi, quoi. Moi, je me contente de commenter les résultats qu'ils obtiennent après leur calcul. d'accord, parce que c'est vraiment des concepts qui sont très, enfin voilà, qui demandent une connaissance quand même de base assez poussée. Et ça me rassure de savoir que vous avez une formation et que c'est pas vos années d'études du spiritisme uniquement qui vous permettent de comprendre tout ça. Non, 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 bah c'est voilà. Alors, c'est sûr que dans mon métier d'ingénieur, bon, bah, j'ai utilisé de l'électronique, hein, bien sûr, mais pas de mécanique quantique. Hein. Donc, D'accord. c'était plutôt les turbines des centrales nucléaires, donc des machines qui font 100 mètres de long, des choses comme ça. On était loin du microscopique. Hein. D'accord. Enfin, même dans ces machines-là, des fois, voilà, hein, la thermodynamique a aussi parfois ses mystères. Voilà. Alors, donc voilà comment Kardec a procédé. Hein. Jamais d'hypothèse a priori, toujours observer les faits et des faits qui sont des effets, essayer de remonter aux causes qui peuvent expliquer ces effets qu'il a observés avec attention. D'accord? Après, bon, dans ces faits, il y a des questions qui étaient posées et des esprits qui ont répondu. Hein. Qu'est-ce qui donne, est-ce qu'on peut prendre à la lettre ce que les esprits répondent? Et ça, c'est aussi un travers dans lequel Kardec a évité de tomber, un piège dans lequel il a évité de tomber, c'est que il s'est tout de suite rendu compte que ben, les esprits, c'était un peu comme les humains, quoi. Hein, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui disent je ne sais pas, mais il y en a d'autres qui, même en ne sachant pas, vont dire ce qu'ils pensent et qui ne correspond pas du tout à la vérité. Hein. Et donc, on ne peut pas prendre comme du pain béni tout ce que nous disent les esprits.
C'est d'ailleurs une erreur que beaucoup de gens commettent encore aujourd'hui. Ils vont voir des médiums, l'esprit a dit par le médium telle chose, donc tac, c'est sans penser une seule moment que c'était peut-être un esprit farceur qui racontait n'importe quoi, hein. Et ça, le spiritisme, Kardec, dès le départ, a tout de suite attiré notre attention là-dessus en disant, ils n'ont pas la science infuse, loin de là. Par contre, dans le tas, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus évolués que nous, hein. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour faire le tri entre tout ça? Comment est-ce qu'on peut savoir si un esprit nous raconte des carabistouilles, hein, ou nous dit la vérité? Voilà. Bon, il y a deux grands critères. Le premier, c'est celui qu'il explique ici dans l'Évangile selon le spiritisme. Dans l'introduction, il y a l'item 2, c'est intitulé Autorité de la philosophie spirit. Pourquoi est-ce que les esprits auraient de l'autorité quand ils parlent de moralité, par exemple, hein? Et il nous dit, la seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qu'il existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. Voilà. Et donc, spontanément, dans diverses contrées, par des gens et des médiums qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient pas parlé ou qui n'avaient rien lu l'un de l'autre auparavant. Parce que dès que vous avez un médium qui lit quelque chose d'un autre médium, il pourra introduire le biais en reproduisant ce qu'il a lu de l'autre. Voyez? Donc, c'est pour assurer cette indépendance. Aujourd'hui, vous avez des protocoles scientifiques un peu plus poussés, de double aveugle ou de triple aveugle, hein, qui justement cherchent à éviter ces biais et ces influences qui peuvent fausser les expériences. Et c'est ce que Kardec nous explique, hein. Il dit, tiens, là, il y a tel médium qui a dit telle chose, un esprit qui a dit telle chose par tel médium. Ensuite, il va dans un autre groupe où les gens ne se connaissent pas, où ils trouvent la même chose. Ensuite, il reçoit une lettre de Cracovie ou de Cuba ou du Mexique, de je ne sais où il y a un médium qui disait encore une fois la même chose. Et à partir de là, s'établit ce fameux critère qu'il appelle la concordance universelle de l'enseignement des esprits, CUEE, hein, pour les chercheurs spirites. Et c'est donc dans cette concordance qu'il faut chercher. Ce sont des indices qui permettent d'aller dans le sens de l'authenticité de ce qui est révélé. D'accord? Je vous donne un exemple. Après Kardec, il y a eu un dénommé Chico Xavier qui a écrit le livre Nos Solars. Vous avez vu le livre Nos Solars ou vu le film? Moi, la première fois que j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, ça c'est Avatar, c'est de la fiction. Kardec, il n'a jamais parlé de ça. Là, il extrapole quand même beaucoup, hein. Bon, à force de relire, bon, il y a quand même un contenu moral où on voit André Louis quand il réalise les bêtises qu'il a faites, comment, voilà, qui change. Il y a le contenu, ce contenu-là, hein, de montrer comment André Louis change au niveau de ses dispositions d'esprit. Dans le film, il y a des choses qui sont remarquables, hein. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment des maisons, des places, des aérobus et ces machins-là? Moi, j'étais dans le doute, hein. Et c'est en relisant le livre des médiums, Laboratoire du monde invisible, hein, le chapitre où il parle d'un esprit qui a une tabatière et une pipe. Il dit, mais d'où il a ces objets? Et les esprits lui répondent, il les créait lui-même par sa pensée, l'idéoplastie, hein, qui créait des objets réels. Et à partir de là, on se dit, s'il arrive à créer une tabatière et une pipe, il arrive à créer une maison, une cité entière, des aérobus, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Mais on peut quand même dire, il va trop loin, hein. Et c'est là où on voit, Chico, il a écrit ça en 1940, hein, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, vous avez un autre médium anglais qui s'appelait Harry Burbidge, qui en Angleterre, aussi dans les années 40, a, par psychographie, écrit un livre qui s'appelle Shadows Lifted from Death, qu'on a traduit en français, on a donné le titre La vie par-delà la vie, où il décrit des choses tout à fait similaires et cohérentes avec ce qu'avait écrit Chico. Donc, vous voyez, ils ne se connaissaient pas. Hein, ils ont tous les deux reçu des communications. Alors, il n'y en a que deux, c'est idéalement, il en faudrait plus. Et il y en a d'ailleurs eu une troisième, Béatrice Brunner, dans les années 70, quand Chico et Burbidge, il n'avait même pas publié son livre encore, n'était pas connu en Europe. Elle a aussi décrit des témoignages d'esprits qui sont retournés dans le monde spirituel et qui donnent certaines indications cohérentes. Donc là, vous voyez, vous avez trois sources
indépendantes qui disent la même chose. Donc on peut se dire, ben, finalement, c'est peut-être pas tant de la fiction que ça. Vous voyez. Et c'est ce critère-là que Kardec a utilisé pour faire le tri dans ce que disent les esprits et essayer de voir, de déterminer si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas. Donc ça, c'est le premier critère, la concordance universelle de l'enseignement des esprits. D'accord? Mais ce n'est pas le seul critère qu'il faut utiliser. Le deuxième critère, c'est celui que vous voyez ici, dans l'introduction de la Genèse. Hein. C'est dans cette collectivité concordante de l'opinion des esprits, hein, comme on vient de le voir, passer en outre au critérium de la logique, donc du bon sens et de la raison, hein, qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité. Pour qu'elle changeât, il faudrait que l'universalité des esprits changeât d'opinion et qu'ils vinssent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc, la concordance universelle de l'enseignement des esprits, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce que ce qu'il dit, c'est logique? Hein, passer au critère de la logique, du bon sens et de la raison. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est cohérent avec le reste? Et donc, quand il parle de la force de la doctrine spirite, effectivement, il y a toute une philosophie qui découle. Hein. Est-ce que, moi, c'était ma préoccupation quand j'ai commencé à lire le livre des esprits. Je me suis dit, mais attends, c'est tellement logique, là, tu es en train de te faire avoir. Cet auteur, il est malin, il est en train de te baratiner, tu es en train de te faire avoir. Hein. Ça me paraissait tellement évident que j'avais cette suspicion. Et j'ai relu et relu et relu en me disant, tiens, je vais essayer de trouver des contradictions, un endroit où il dit quelque chose, un endroit où il dit autre chose qui contredit la première chose. Ben, ça fait maintenant plus de 35 ans, je cherche toujours et je n'en ai toujours pas trouvé. Si jamais un jour vous trouvez des contradictions dans la philosophie spirite, dites-le moi, hein, parce que moi-même, je n'en ai pas trouvé. Donc c'est là où on voit qu'il y a quelque chose quand même de solide, quoi, qui tient debout, philosophiquement parlant, rationnellement parlant, hein, logiquement parlant, quelque chose qui est dans lequel il n'y a pas de contradiction. On parlait du Coran tout à l'heure, on a vu dans le Coran, ben, une fois on dit une chose, une fois, après il y a écrit le contraire. Dans les évangiles aussi, il dit, dans l'Ancien Testament, tu ne tueras point, et un peu plus loin on dit, bon ben, les femmes adultères, il faut les lapider, donc il faut les tuer. Donc il y a des contradictions partout dans ces textes. C'est ça qui nous fait bloquer. Cherchez, dites, donnez-moi ce genre de contradictions dans la philosophie spirite. Moi, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Il y a des choses qui sont peut-être un peu mal dites ou qui sont qu'il faut remettre dans le contexte du milieu du 19e siècle pour bien les comprendre. Hein. Des choses qui, dans la forme, aujourd'hui, on les dirait autrement. Ça, oui. Hein. Mais dans le fond, dans le contenu, tout est vraiment clair et absolument logique et rationnel. Donc, ce sont ces deux critères que Kardec a utilisés dans son travail, quoi, en plus de la méthodologie scientifique pour l'observation des phénomènes et de remonter aux causes. Voilà, alors j'ai fait le tour, Franck. Oui, je voulais rebondir sur Nos Solars. J'ai lu Nos Solars et j'ai vu le film. Et je trouve que dans le film, l'auteur, le réalisateur a bien montré justement que tous ces paysages étaient en fait essentiellement des projections mentales, puisqu'en fonction des états d'esprit, entre guillemets, du principal, c'est André Louis, je crois. Oui. Voit en fait que le paysage change quand il est d'abord quand il se trouve dans une sorte de Dans le pays seuil. ouais, plus ou moins infernal, et puis lorsqu'il s'aperçoit que sa femme s'est remariée, tout change à nouveau, tout redevient sombre, et voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé justement cette vision, d'ailleurs qu'on retrouve dans un autre film que je trouve assez intéressant, qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Oui. Voilà, où la personne décédée finalement va se reconstituer un monde en fonction de ses croyances, de ses certitudes et tout ça. Alors, c'est vrai que ça c'est un des points remarquables de nos solars. Et après, quand j'y ai réfléchi un peu plus, je me suis dit, mais est-ce qu'il a vraiment créé ce monde qui est le seuil? Puisqu'il n'est pas seul dans le seuil, hein, il n'est pas seul à nos solars. En fait, avec la réflexion, on se rend compte que ces mondes
existe et qu'en fait, il s'est retrouvé dans l'un ou dans l'autre en fonction de ses pensées. C'est-à-dire, dès qu'il a eu des pensées de jalousie et de colère quand il a vu que sa femme s'était remise avec un autre, ces pensées négatives l'ont immédiatement attiré de nouveau dans un monde en affinité avec ce genre de pensée qui ressemblait d'ailleurs à ce qu'on a vu au début du film. Hein. Et c'est là où il s'est arrêté. Hein. Il s'est dit non, je ne veux pas y retourner. Hein. Et il a tout de suite compris qu'est-ce qui l'a attiré vers là. Hein. Et c'est là où sa réaction, elle est exemplaire parce que il a fait demi-tour, il est remonté, il a vu que le compagnon de sa femme était malade et il est allé l'aider hein, en magnétisant l'eau, etc. Donc, il a transformé ses pensées négatives en pensées positives. Et donc, en voyant ça, ça nous fait comprendre qu'en fait, l'esprit se retrouve dans un milieu qui est en affinité avec, avec ses pensées à un moment donné. Hein. Quand on a des pensées par exemple, au niveau des drogues, on va se retrouver au milieu de drogués. Quand on a des pensées de haine, on va se retrouver au milieu de personnes haineuses. Et quand on a des pensées d'amour, ben, on va se retrouver au milieu de personnes qui ont des pensées d'amour positives. Hein. Donc, c'est plus, je l'explique plus par la loi d'affinité, mais à la fin, ce que tu dis, c'est quand même vrai, parce que ce sont ces personnes, en se réunissant là-bas, qui finissent par créer le monde collectivement hein, dans lequel ils vivent. Hein, tout comme les habitants de nos solars, avec évidemment des initiateurs, créer cette ambiance de cette cité spirituelle. Magali? Est-ce que, la loi d'affinité et les pensées négatives que vous venez de décrire expliquerait pourquoi on est si nombreux au moment de la désincarnation à passer un long moment a priori dans le seuil? Alors, le passage dans le seuil la référence pour ce genre de questions, c'est Alan Kardec, Le ciel et l'enfer, deuxième partie, le premier chapitre qui s'appelle Le passage. C'est là où il explique pourquoi, euh, pour certains, c'est rapide, se retrouvent assez rapidement avec leurs amis et autres, et pourquoi pour d'autres, c'est plus difficile. Hein. Et c'est effectivement lié à l'attachement qu'on avait aux choses terrestres. Hein. Si on est attaché aux choses terrestres, ben on aura du mal à s'éloigner de la Terre. Et comme la Terre, ce n'est pas un domicile des anges, ben on va se retrouver dans des régions assez difficiles. Hein. Alors que d'autres, ou alors le matérialiste qui pense, il se rend même pas compte qu'il est mort. Lui, je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas Mm. mort. Je suis encore là, donc je ne suis pas mort, parce que le jour où je serai mort, je ne serai plus là. Donc, c'est des esprits qui soutiennent Mordicus. Non, non, je ne suis pas mort. Et il faut d'ailleurs leur dire doucement. Hein. Il ne faut pas leur Mm. balancer un coup de projecteur comme ça dans le visage. Ça va les aveugler, quoi. Il faut prendre des pincettes pour leur expliquer ce qui s'est passé. Hein. Non, non, vous n'êtes pas mort. Votre corps est mort, mais votre esprit n'est pas mort. Vous voyez, il faut y aller Mm. doucement parce que pour un matérialiste, il lui faudra du temps pour comprendre, changer tout ce qu'il pensait pendant des décennies, pendant sa vie, quoi. Hein. Et donc, ça, ce sont effectivement, et donc les manières de penser, des facteurs qui vont effectivement déterminer le milieu dans lequel ces esprits vont se retrouver après le passage. Et le temps qu'ils y resteront dépendra du temps qu'ils mettront pour changer de disposition mentale. Et c'est Oui, aussi quelque chose. Oui, pardon, parce que c'est vrai qu'on a quand même des témoignages dans les livres spirites de spirites, en fait, même parfois de chefs de centre spirites qui oui, se retrouvent dans le seuil, quoi. Et c'est vrai en que difficulté, oui. ouais, c'est étonnant, enfin, mais je comprends mieux avec ce que Oui. vous expliquez, oui. Ben, le chef du centre spirit, bon, est-ce qu'il a vraiment fait son travail comme il aurait dû le faire? Hein. Est-ce que par moment, il n'a pas été plutôt dirigé par son orgueil que par son désintéressement? Est-ce que, il n'a pas par moment pris des décisions pour favoriser son organisation ou l'hégémonie de son organisation au détriment de la philosophie elle-même?
Est-ce qu'il n'a pas commis des erreurs, hein? Est-ce qu'il a toujours réussi à mettre en œuvre toute la philosophie spirit? Ben, loin de là. Et il y a une petite anecdote qui l'illustre, hein. Ça vient de Chico, je pense, un conférencier qui était très apprécié, qui allait dans différents centres spirit, donner des conférences, des interventions, et chaque fois qu'il venait dans un centre spirit, il voyait un vieux monsieur qui était là et qui était très attentif à ce qu'il disait, hein. Et donc chaque fois qu'il revenait, il voyait ce monsieur, hein. Et un jour, il était revenu dans ce centre, ben, ce monsieur, il n'était plus là. Ah, il s'est dit, tiens, il a dû se passer quelque chose avec lui. En réalité, le monsieur, il s'était désincarné, hein. Et quelques temps plus tard, c'est ce conférencier lui-même qui se désincarne. Et il s'est retrouvé dans le monde spirituel, à son arrivée dans le monde spirituel, hein, malgré tout son brio en tant que conférencier, dans une situation un peu compliquée. Et parmi les esprits qui sont venus le chercher, il y avait justement l'esprit de ce vieux monsieur, hein. Et puis il était surpris en disant, punaise, mais comment ça se fait que vous avez une position aussi élevée dans le monde spirituel, hein? Il avait demandé au vieux monsieur. Le monsieur lui a dit, vous savez, c'est facile. J'ai tout simplement mis en pratique ce que vous disiez dans vos conférences. Donc, c'est un peu caricatural, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui nous permet de comprendre, hein. Parce que, bon, je suis aussi passé par des institutions, par des fédérations, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'en veux plus, hein. Ce que je veux, c'est travailler. Je veux pas être président ou ça m'intéresse plus. Mais j'en ai vu des choses et j'en vois d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, des gens qui sont complètement à côté de la plaque, même au Brésil, hein, dans des grandes institutions très renommées, ils se comportent d'une façon qui est loin de la charité et loin de l'éthique spirit, hein. Donc forcément, ben, et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Voyez, c'est ça la difficulté supplémentaire par rapport aux dirigeants spirites, c'est qu'ils savent. Ils savent. Donc, ils n'ont pas d'excuses s'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient su. Et vous, aujourd'hui, Charles, vous voulez plus. Alors, je pose beaucoup de questions, je suis très curieuse. Si je vais trop loin, vous m'arrêtez, Je hein. vous en prie, non, non, non. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus participer à un centre, en fait, c'est ça, un centre Si, spirit? si. Le centre spirit, centre d'études spirit Léon Denis, il existe et on travaille, on fait des études, des vibrations, voilà. Mais bon, il revendique rien si ce n'est de faire du travail. Je participe aussi D'accord. au mouvement spirit francophone, parce que le mouvement spirit francophone, il revendique rien, il représente aucun pays, rien. Il est juste là pour dire, entre personnes de langue française, mettons-nous ensemble pour travailler ensemble. Donc moi, je travaille, hein, je travaille pour le cours. On a fait le bouquin, le fascicule que vous voyez. On le partage avec les autres. Et ce même fascicule, il est utilisé le lundi par un autre groupe. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien, c'est juste du travail, hein. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand j'étais au Conseil Spirit International, par exemple, ben, il y avait des choses du genre, ah ben non, c'est moi qui représente la France. Donc, ils allaient là-dedans pour dire, il peut y avoir qu'une seule entité par pays. Donc, l'entité qui était membre du Conseil disait, ah ben c'est moi qui suis membre du Conseil, donc c'est moi le chef ici en France. Et là, c'est ce genre d'attitude que je ne veux plus, parce que ce sont des D'accord. attitudes qui sont complètement contraires à la philosophie spirit qui dit il faut pas de chef, pas de hiérarchie, hein. Jésus, c'était pas un chef, c'était pas un manager, c'était un leader. Il s'est imposé par son travail. Kardec aussi s'est imposé par les livres qu'il a écrits, par les conférences qu'il a données, par les expériences, les réunions qu'il a dirigées. Il s'est imposé par son travail et non pas en se proclamant président ou je ne sais quoi. Et ça, malheureusement, l'être humain aujourd'hui, dès qu'il y a des postes à prendre, ben, vous avez des ambitieux qui viennent. Et puis, ben, les fédérations, toutes les fédérations, depuis Allan Kardec, il n'y en a aucune qui a vraiment marché à cause de ça. Donc, c'est pour ça que moi je dis les fédérations, ça ne sert à rien. Ça apporte plus de problèmes que d'avantages. Et donc, il vaut mieux s'organiser comme le mouvement spirit francophone sur des projets concrets de travail. Tu veux travailler? Ben, tu es bienvenu. Tu veux discuter, faire de la politique? On ne fait pas ça ici. Mais en fait,
Alors, j'ai deux réflexions qui me viennent. À la fois, je trouve ça triste parce que dans ma naïveté, je me dis, mais en ayant lu quand même les ouvrages, je vois bien qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin et il faut aussi, pour appliquer la méthodologie scientifique, aller chercher un petit peu, savoir ce que font les autres centres et échanger avec ce qu'un centre fait pour pouvoir corroborer les informations. Et à la fois, j'ai lu aussi qu'il fallait faire des petits centres enfin, Kardec préconisait de faire Oui. des petites équipes de travail. Donc, je suis un peu perdue par rapport à ça. Ben, en fait, c'est simple. Au niveau du mouvement spirit francophone, vous avez, je ne sais plus combien de membres, hein, mais il y en a plusieurs dizaines déjà, hein, qui sont des centres, des personnes, voilà. Et donc qui se causent, qui se voient, qui se visitent, qui échangent leurs résultats et tout. Donc, cet échange entre centres, même si c'est des petits centres, parce qu'effectivement, il vaut mieux un petit centre où vous avez 5-6 personnes qui s'entendent bien, qui ont une communion d'intention sur ce qu'ils veulent faire, qu'un centre de 30 personnes où il y en a un qui dit il faudrait aller à droite, l'autre il dit il faudrait aller à gauche. Voyez. Donc, dans ce cas-là, quand c'est un grand centre, il vaut mieux couper en deux. OK, ceux qui veulent aller à droite restent là, ceux qui veulent aller à gauche restent là. Mais couper en deux, ça ne veut pas dire arrêter de se causer, hein. Et c'est ça qu'au niveau du mouvement spirit francophone, une des caractéristiques, c'est que les gens continuent à se causer, travailler ensemble, échanger des résultats, apprendre les uns des autres, mais sans hiérarchie, sans avoir quelqu'un qui se dit, ah, c'est moi le chef, c'est moi le... Parce qu'à part, dès que ça commence comme ça, c'est fini. Ça, il y a l'humain qui s'en mêle, hein, les ambitions, le manque de désintéressement. Et c'est là aussi où il faut bien savoir faire la différence entre la philosophie spirit, comme on vient de le voir, qui est quand même assez solide, consistante et tout, et le mouvement spirit qui est composé d'humains et donc qui est sujet à l'imperfection des humains, hein. Moi, j'étais comme vous, hein, la première fois que je suis allé dans certains, quand j'ai vu certains spirites, je me suis dit, punaise, 20 ans de spiritisme pour en arriver là. Mais derrière, quand on comprend, on dit, ben oui, c'est un frère, il travaille justement pour lutter contre ses imperfections, il n'a pas encore complètement réussi à les éliminer, quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut voir dans l'humain, même si les spirites, hein, on reconnaît les spirites aux efforts qu'ils font pour dompter leurs mauvaises inclinations, hein. Si vous attendez d'être parfait pour être spirit, ça ne sert plus à rien de l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, Oui, et c'est pour ça qu'il faut avoir de la charité, qui est la question 886, bienveillance envers tous, indulgence envers les indulgence, imperfections d'autrui, puisqu'on a tous des imperfections, et pardon. pardon des offenses, parce qu'en vertu de ces imperfections, on finit par faire des bêtises, porter tort aux autres. Donc si on n'a pas ce bip, hein, bienveillance, indulgence, pardon, on arrivera difficilement à travailler ensemble. Et c'est valable pour le spiritisme, mais c'est valable pour tout dans nos sociétés, hein, dans les équipes de travail et tout, c'est pareil, hein. Franck? Oui, je voulais renchérir sur ce que disait Magali. Alors, n'écoutez pas Charles, mais Magali, j'ai rencontré Charles plusieurs fois parce qu'en fait, dans la MSF, il y a un congrès chaque année, un symposium Oui, en j'ai vu, Belgique. oui. J'ai Mm, été stupéfait par l'humilité de Charles pendant ce séjour. Euh, non, mais c'est vrai. Je veux dire, de charité, d'humilité, c'est quelque chose qui m'a véritablement impressionné parce que Charles, et je trouve que c'est quand même quelqu'un qui représente une autorité, entre guillemets, dans l'histoire du spiritisme en France, et c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Heureusement que je n'ai pas écouté. Je pense que... c'est pour ça que je rigolais. Non, non, mais surtout, vous ne faites pas d'illusions, hein, parce que des défauts, j'en ai plein, hein. Alors ça manque pas, hein. Je manque de patience. Bon, bref, Ah, voilà. Des fois, je m'énerve. Bon, oui, oui, On oui, peut oui, il faut tous. pas croire, hein. Je suis pas plus qu'un autre, hein. Bon, par contre, bon, j'essaye effectivement de faire des efforts pour dompter ces fauves qui restent encore, hein, c'est tout. Et alors pour Végimont, ce sera le 24 et 25 mai, hein, donc les inscriptions sont déjà ouvertes.
J'ai Vous vu, pouvez aller j'ai le site. regardé j'avais très très envie de venir, mais la distance, moi je suis lyonnaise et la distance m'a calmée. Parce qu'en fait, c'est 6 heures de voiture, donc un trajet bien de 8 9 heures de voiture. Et en train, c'est pareil. Donc, et en fait, le train ne me permet pas d'arriver à suffisamment tôt. Il n'y a pas le train le vendredi soir et le samedi matin, ça fait arriver en plein milieu. Donc j'avoue que j'ai baissé les bras, mais j'ai tellement envie de venir. Ça a l'air génial. En plus, vous prenez les enfants. Enfin, j'ai trouvé ça super, hein. Ouais, ouais, ben, alors après, bon, il y en a qui viennent de plus loin, hein. Michel Buffet, il vient de Narbonne. Jean-Pierre Pipineau, il vient d'Agen. Et ouais, mais moi, je bosse. En fait, avec mon mari, on est tous les deux spirites et on est profs. Et on peut pas prendre le Ah oui, ça c'est. vendredi pour faire le trajet. On n'a pas cette possibilité. Alors, on a plein Mhm. d'avantages à être prof, hein. Je me plains pas du tout de ma situation. Mais, Ben, mais on avait le problème avec Stéphane, qui est aussi prof. Donc, il était venu l'année dernière parce que l'année dernière, si je me rappelle bien, ça coïncider. coïncidait avec la Pentecôte ou quelque chose Eh comme ça. ben, de tout mon cœur, si jamais là, les prochaines dates, vous pouvez faire un truc dans le genre, ce serait merveilleux. D'accord. Ouais, ouais. Ben, j'ai souvent dit à Jean-Paul, en fait, mais après, le problème de Végimont, c'est que comme c'est pas cher, c'est vachement C'est demandé. très Et puis là, pris. par exemple, pour 2026, ils ont C'est déjà déjà réservé la pris. date, hein, et Eh oui, oui, je 2027, ils comprends. vont la réserver bientôt, hein. Mm, mm. Donc, et après, ben, ces périodes justement de week-end prolongés ou de choses comme ça sont celles qui, peut-être en 2028, sont déjà prises, quoi. Oui, oui, je comprends. Après, il y a les vacances scolaires aussi qui peuvent aider voilà, Ouais. les personnes comme, enfin, dans la même situation que moi. Après, on a tous des situations différentes, mais s'il n'y avait pas ce problème de date, vous m'auriez vu débarquer avec ma Mhm. famille. Ben, enfin, tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Et voilà, alors le thème du symposium aujourd'hui, c'est comment redynamiser la divulgation, hein, et puis c'est vrai qu'on a quand même un truc génial dans les mains là. Cette philosophie, c'est quelque chose de très beau, ça répond à plein de problèmes, plein de questions qu'on se pose dans l'actualité. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le divulguer? On n'arrive pas à trouver les mots qui font que les personnes s'y intéressent. C'est quand même dingue, hein. Et c'est là où effectivement, ben, il nous faut du sang neuf, des jeunes, des influenceurs, ou je ne sais quoi, Mm. pour acheter cette idée et puis la transmettre avec les formes, entre guillemets, modernes. Mais quand vous parlez de jeunes, vous pensez à quelle tranche d'âge? Ah ben, adolescents déjà, vous voyez, les enfants sont bienvenus, les jeunes, Mm. les adolescents aussi. Après, ben, c'est des jeunes adultes, enfin, voilà, Mm. Parce que c'est c'est dur, ce hein, enfin, langage qu'on. Et même au Brésil, ils ont du mal, hein. Il y a de moins en moins de jeunes dans les groupes spirites et ça les inquiète. Pourquoi? c'est Ben, dur. parce que. Hein, Je vois, j'ai un gamin qui a 13 ans, qui est en quatrième, puis une fille qui a 10 ans, qui est en CM1, donc elle est petite encore, mais mon fils, il est vraiment à l'âge où il remet tout en question et où il repousse, il croit pas, à 8h02, il croit, à 8h05, il dit non, mais ça n'existe pas, enfin, c'est... Et c'est puis, c'est normal. pas fun. C'est la honte, en fait, de parler de ça. Parce que si les autres pensent pas pareil, on va perdre un petit peu la popularité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Mais pourtant, Difficile à ce âge-là. il parle d'autres choses et d'autres sujets un peu surprenants et qui passent beaucoup mieux. Vous voyez, Ça. c'est une question de forme, je pense, hein, parce que voilà. Après, dans l'adolescence, c'est sûr que ils se font leur personnalité, ils sont obligés de contredire les parents, etc. Il y a toutes ces phases qui sont bien connues. Et c'est Mm. pour ça que dans le mouvement spirit, vous avez des personnes, bah, notamment Régis, là, à Végibon, ou alors Morissette Ruchot à Dunkerque, ou comment elle s'appelle, Christine Limongi dans la Oui. Vendée. Mm. Hein. Vous avez aussi le groupe Sembradores de la Luz qui travaille avec les enfants et avec les jeunes. Et alors, je veux juste citer un exemple. Alors, Christiane, j'ai vu qu'elle a levé la main, mais pour parler de ça, euh, il- je connais une personne qui s'occupe justement de travailler avec les enfants et les jeunes dans le mouvement spirit, hein. C'est une Brésilienne qui habite en Autriche. Et elle a créé un groupe qui s'appelle Sembradores de la Luz. Alors, c'est un nom en espagnol, mais bon, ils ont gardé ce nom-là. Et l'autre jour, ils ont fait une rencontre mondiale.
de jeunes. Alors, ça a été complètement organisé par les jeunes. Hein. Alors, Bien. évidemment, dans ces rencontres mondiales, il y a toujours un problème de langue. Mm. Et à l'époque, c'était juste après le Covid, il y avait aussi un problème de voyage, les sous que les jeunes, ils n'ont pas toujours pour pouvoir se réunir, pour pouvoir voyager. Et donc, ils ont organisé avec Zoom cette conférence avec des interventions et des traductions simultanées en 4 langues. Wow. Et moi, je ne pensais pas que c'était possible. Mais ils l'ont fait, et tout organisé par, ils avaient quoi, 18, 20 ans, 25 ans maximum, quoi. Génial. Donc, il faut les laisser faire. Et la manière dont Mm. ils présentent les choses, alors c'est sûr, on reconnaît déjà les biais du Brésilien par rapport au... Mais entre jeunes, ça bouillonne, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, le courant passe. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire davantage. Mm. Christian? Oui, moi, ce que je voulais vous dire pour votre belle réunion là que vous prévoyez, c'est que malheureusement, ce n'est pas en virtuel. Ah oui, oui, oui. Alors, il faut qu'on regarde. Un des problèmes de Végimont, c'est que l'Internet là-bas, il y a un Wi-Fi, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il semblerait qu'il l'ait amélioré. Est-ce que ça pourrait maintenant fonctionner? On peut le mettre sur la table avec Jean-Paul, justement, ou les organisateurs, pour voir si cette fois-ci, on arrivera à faire au moins comme on a fait à Lyon, hein, Ah à oui, Dessines, super. pour pouvoir mettre des caméras et puis des micros, et puis pouvoir, voilà, pour que les personnes qui ne peuvent pas y aller, garder les enregistrements. Alors, les enregistrements de Dessines, je ne crois pas qu'ils sont sur YouTube, mais pour que les personnes qui veulent assister en direct et même poser des questions puissent le faire. Parce qu'à Hein, Lyon, il y avait quand même beaucoup de personnes en virtuel, hein? oui, 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 il y en avait plusieurs dizaines, hein, je me rappelle. Mhm. Et puis après, quand vous ouvrez au virtuel, ben, vous avez des gens, peut-être pas au coin du monde, mais des gens d'Afrique ou d'ailleurs qui se connectent, des gens qu'on ne Russie. connaissait pas. C'est très Moi, bien. je suis beaucoup suivie par les Russes, Ben, donc voilà, oui, ça aurait été bien, mais bon, voilà. l'année prochaine peut-être. Ce serait vraiment une riche idée parce que, oui, parce qu'à Végimont, en plus, les places sont entre guillemets limitées pour les personnes qui veulent Ah oui, il n'y a que rester. 110 places. Hein. Ouais. Et puis l'année dernière, c'était plein un mois ou 2 mois avant. Hein. Ben, je vais remettre la chose sur le tapis. N'hésitez pas non plus à contacter directement Jean-Paul ou info@lmsf.org en disant, voilà, pour telle et telle raison, je ne peux pas venir à Végimont, mais j'aimerais bien le suivre en virtuel. Est-ce que vous pourriez voir cette année si vous pouvez le faire, etc., etc. N'hésitez pas. Hein. C'est déjà fait, Charles. info@lmsf.org. C'est déjà fait à plusieurs reprises avec Jean-Paul. Ah ben voilà, le secret de l'enseignement, c'est la répétition que disait mon prof d'allemand, ça finira par passer. Alors Jean-Paul, lui, autant moi je suis très ouvert au virtuel, Jean-Paul l'est un peu moins. Hein. Lui, il est plus présentiel, il aime bien sentir les choses, les gens, mais bon, il faut allier les deux aujourd'hui. On ne peut pas ne faire exclusivement l'un ou exclusivement l'autre. Faut penser aux handicapés. Exactement, exactement. Voilà. Bon, si vous voulez voir l'article que je pourrais vous le mettre sur le groupe Skype, hein, si vous le voulez, mais il est sur l'encyclopédie Spirit où j'avais creusé un peu les critères de méthodologie scientifique grâce à l'aide de ce professeur hein, qui disait que Kardec avait largement anticipé tous ces concepts qui étaient venus plusieurs décennies après, même un siècle après lui. Hein. Thomas Kuhn, la théorie des révolutions scientifiques, les changements de paradigme et tout, c'est très intéressant. Et ça montre que voilà, les scientifiques d'aujourd'hui, dans leur approche de la spiritualité, eh ben, ils n'ont pas une attitude qui est scientifiquement correcte. Et ils font eux-mêmes, ils adoptent eux-mêmes un dogme hein, qu'ils dénoncent chez les autres. Hein, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Mais ça, bon, ça finira par changer. Et vous avez un autre livre qui n'est pas traduit en français encore, qui est écrit par Alexander Moreira Almeida et Humberto Schubert Coelho. C'est La science de la vie après la mort. Il existe en anglais, Science of Life After Death, ou alors en portugais, Ciência da vida após a morte. Et on est en train de parlementer avec l'éditeur qui a les droits d'auteur pour obtenir les droits
voir si on a les moyens pour le traduire et le publier aussi en français. Et là, ils expliquent vraiment la méthodologie d'aujourd'hui, quoi, hein, pour montrer les contradictions, hein, dans lesquelles les scientifiques s'enfoncent quand ils se mettent des œillères, en gros. Voilà. Œillères que Kardec n'avait pas. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, donc, on verra le dernier module de cette introduction. Donc, c'est les livres de base et on va passer un par un les livres, puis on va voir, en résumé évidemment, quel est leur contenu. Comme ça, vous savez, dans ces 5 livres, qu'est-ce que vous pouvez trouver. Voilà. Encore une question, une remarque? Tout est clair? Ben, sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, qu'on ait pu avoir cette réunion et ces échanges aussi animés, aussi enrichissants, et que cela puisse nous aider à mieux comprendre ces lois de la nature du gouvernement spirituel et à travailler justement pour que nous puissions mettre nos attitudes en harmonie avec ces lois pour que nous puissions assurer des lendemains meilleurs pour nous et aussi pour notre société. Voilà. Je vous remercie infiniment. Hein, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à dimanche prochain ou à tout à l'heure pour ceux Charles. qui... Ouais. Merci. Merci, Charles. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Charles. Merci. Merci à tous. Bon, ben, moi, je vous dis à tout à l'heure, Charles. À tout à l'heure, oui, Christiane. Au revoir, tout le Au monde. revoir. Salut, Michel.